La chambre des suicides. Voici comment ils appelaient la chambre 733. Comme si j'étais pas déjà assez inquiet pour mon premier jour à l'université. On nous avait assigné la chambre 734, qui n'était pas une de ces belles chambres supplémentaires du hall sud. Et non, on s'est retrouvé dans l'aile la plus ancienne du bâtiment, au 7e étage. J'étais pas trop déçu, car ils avaient au moins honoré ma demande d'être dans la même chambre que mon meilleur ami. Mike et moi avons passé la plus grande partie de la matinée à nous installer. Au moment où l'élève superviseur du dortoir est passé nous voir, j'étais en train de coller des posters et Mike lisait. L'énergique jeune homme blond nous a salués, alors qu'il bondissait dans notre chambre et s'est présenté. Il s'appelait Craig et était notre superviseur pour l'année. Je l'ai salué et fait un bref signe de la tête. Craig était étonné de voir que nos lits étaient déjà faits et que nos vêtements étaient déjà rangés. Il a ensuite ramassé un dessin de Cthulhu que Mike avait fait au cours de l'été, et il a demandé si c'était le Kraken des Pirates des Caraïbes. Mike l'a alors toisé par-dessus son bouquin. Craig nous a ensuite dit que notre hall n'était pas aussi neuf que le hall sud, mais qu'il y avait beaucoup d'histoires dans ce bâtiment qui avait déjà presque 60 ans. Je lui ai dit que les chambres étaient effectivement plutôt petites, et il m'a répondu en pouffant que c'était parce que les gens étaient plus petits dans les années 50. Voyant que ça nous faisait pas rire, il a pincé ses lèvres et il est resté planté là, laissant planer dans la chambre un silence gênant. J'ai commencé à poser des questions pour briser le silence. Ah, d'ailleurs, la chambre à côté de la nôtre, la 733, c'est ça? Elle a l'air beaucoup plus grande que celle-ci. Est-ce que quelqu'un y a déjà été assigné? Ou nous pourrions peut-être... Craig m'interrompt pour me dire que cette chambre est condamnée car il y a eu quelques suicides dedans. Un pendu et une personne qui s'est jetée par la fenêtre, d'après ce qu'il sait. Et que depuis ce dernier suicide, cette chambre n'a plus été donnée à personne. Puis il change de sujet en parlant du règlement, nous rappelant que notre étage était réservé aux garçons et que les filles n'étaient pas autorisées après 23 heures. Il nous a dit qu'il était ravi d'avoir fait notre connaissance, et avant même qu'on puisse répondre, Craig a claqué des mains et s'est éclipsé de notre chambre. Mike a laissé tomber son livre sur le lit et l'a suivi du regard. Je voyais bien qu'il le détestait, mais quelque chose me troublait plus. T'as entendu la bombe qui vient de nous lâcher? Des suicides? Mike m'a dit de me détendre et que tous les campus universitaires avaient connu quelques suicides. Mais ça m'étonnait qu'ils se passent tous dans la même chambre. Il a soupiré et m'a dit qu'on s'en fichait puisque c'était pas notre chambre. Ouais, je suppose. Je me suis retourné pour étudier la petite fenêtre de notre chambre. T'arrives à imaginer sortir par cette minuscule fenêtre et sauter? Tu serais vivant au moins 5 bonnes secondes avant de toucher le sol. Mike m'a dit de me taire et a jeté un coup d'œil à la fenêtre en frissonnant. Je sais qu'il déteste les hauteurs et le vide, et que juste parler de ça faisait grimper sa pression artérielle. Mais aussitôt je l'ai rassuré. Sérieux, pense-y, il faudrait être sacrément désespéré pour sortir en se tortillant par cette toute petite fenêtre. Il a alors repoussé son lit au loin de la fenêtre en grommelant qu'apparemment les gens étaient plus petits à l'époque. Comme Mike était une personne sociable et amicale, on a très vite réussi à se faire des amis. Il y avait beaucoup de soirées durant ces premières semaines et il a inévitablement fini par rencontrer une fille à l'une d'entre elles. Je connais Mike depuis qu'on est tout petit, j'avais donc pleinement anticipé qu'il aurait une copine avant la fin du mois de septembre. Elle s'appelait Lydia et n'avait rien de spécial, juste l'étudiante moyenne un peu féministe sur les bords. Après environ un mois sur le campus, l'excitation de la nouveauté a commencé à retomber. Mike et moi avons trouvé un bon rythme et on passait nos week-ends à étudier plutôt qu'à se saouler. Les premiers partiels arrivaient dans quelques semaines et j'étais déterminé à garder une bonne moyenne pendant toute mon année scolaire. Une nuit, au début du mois d'octobre, j'ai été réveillé par un bruit sourd. Je me suis redressé sur mon lit et j'ai tendu l'oreille pour l'entendre à nouveau. Mike était aussi pleinement réveillé et écoutait. Il me demande ce que c'est que ce bordel. C'était pas inhabituel qu'il y ait des bruits dans le couloir, puisque les garçons pouvaient rentrer à n'importe quelle heure de la nuit, mais ce bruit venait définitivement de la chambre dans le coin. Mike me chuchote que c'est la fenêtre d'à côté. À son instance, nous gardions notre fenêtre fermée tout le temps. Il n'y avait donc aucun doute que ce bruit venait de la chambre 733 qui s'ouvrait et se fermait à intervalles réguliers. Qui est là? Mike a haussé les épaules. Il m'a demandé si c'était quelqu'un qui foutait de nous ou si c'était un bizutage des premières années.
Je lui ai jeté un oreiller. Peu importe qui c'est, va leur dire de se calmer. Mais il ne voulait pas risquer d'être jeté d'une fenêtre et me dit que je n'avais qu'à demander à Craig et que normalement c'est le genre de choses dont il devrait s'occuper. Mais on n'avait pas envie de le voir, ni l'un ni l'autre. Alors nous avons convenu d'ignorer le bruit. J'ai cours à 7h30. Mike m'a dit que je n'avais qu'à faire quelque chose pour que ça s'arrête. Je suis sorti du lit et j'ai marché bruyamment jusqu'à la porte, l'ouvrant dramatiquement, puis j'ai traversé le couloir pour cogner à la porte de la chambre 733, nommée simplement local d'entretien. J'ai crié d'arrêter ce boucan, mais personne n'a répondu. Mec, sérieusement. J'ai légèrement reculé et j'ai immédiatement remarqué un problème. La porte de la chambre 733 était cadenassée de l'extérieur. Je me suis dépêché de retourner à ma chambre. Mike a voulu savoir ce qui s'était passé. Je m'approcherai plus jamais de cette chambre. Elle était verrouillée de l'extérieur. Je ne sais même pas comment qui que ce soit aurait pu rentrer là-dedans. Il m'a alors demandé en riant si j'étais en train d'insinuer que c'était un effrayant fantôme. Non, je suis juste en train de dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans une chambre appelée la chambre des suicides. Mike a pouffé de rire et s'est recouché. Nous n'avons plus entendu la fenêtre cette nuit-là, mais le lendemain matin, on pouvait clairement voir de l'extérieur que les fenêtres de la chambre 733 étaient maintenant grandes ouvertes. J'ai surveillé les fenêtres de la chambre 733 pendant une semaine entière, mais elles sont restées ouvertes. De temps en temps, la nuit, je pouvais entendre un bruit qui ressemblait à des billes tombant et roulant par terre. Mais puisque ça n'a jamais réveillé Mike, j'ai pas pris la peine de lui en parler. Un après-midi, j'étais seul dans le dortoir à éditer des notes sur mon ordi. J'avais mes écouteurs, mais la musique n'était pas assez forte pour couvrir le bruit de quelqu'un toquant à la porte. Entrez, ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. Un moment s'est écoulé, puis j'ai entendu l'écho à nouveau. J'ai arraché mes écouteurs et fermé mon ordinateur. Je me suis retourné. C'était quoi ce bordel? La porte était grande ouverte. J'avais oublié que je l'avais laissée ouverte parce que Becca, ma copine, une étudiante en 2e année, devait me rejoindre. J'ai entendu à nouveau les coups derrière moi, et j'ai tellement sursauté que j'ai failli tomber de ma chaise. Ça venait de l'autre côté de la chambre, de la porte du placard. C'était le placard qui avait un mur mitoyen avec la chambre 733. Mike, c'est pas drôle. Rien. Mike, je te jure que je vais te frapper. Silence. Je me suis dirigé vers la porte du placard et j'ai saisi la poignée. Mike, t'es un putain de... J'ai alors entendu la voix de Mike venant du couloir derrière moi qui me demandait « Un putain de quoi ?» Je pensais que tu te planquais dans le placard. Quelqu'un frappait à sa porte. Mike s'est frotté le front et s'est dirigé vers le placard, ouvrant largement la porte. Il n'y avait rien d'autre que des cartons et des vêtements. Il a fait un mouvement de bras comme pour dire « Et maintenant ?» Je te le jure, je sais ce que j'ai entendu. Mais il voulait que je me rende à l'évidence. Il n'y avait personne ici. On s'est fixé jusqu'à ce que notre petit duel de regard soit interrompu par l'arrivée de Becca. Elle a immédiatement senti la tension dans la pièce. Elle nous a salués et a demandé ce qui se passait. J'ai jeté un regard hostile à mon colocataire. Il y a des choses bizarres qui se passent dans la chambre d'à côté, mais c'est pas nouveau. Becca m'a demandé si je parlais bien de la chambre 733 et a dit que ça ne l'étonnait pas vu que c'était la chambre des suicides, dans laquelle 3 étudiants avaient perdu la vie. 3 ? On nous avait dit qu'il y en avait que 2. Alors, Becca nous a expliqué qu'il y avait eu 2 personnes dans les années 70 et un autre gars il y a une dizaine d'années qui avait sauté par la fenêtre. Mike et moi avons tous les deux frissonné. Même s'il était pire que moi, on était tous les deux terrifiés par le vide. Une mort par chute était la pire chose à laquelle je pouvais penser. Il faut admettre que 3 suicides dans la même chambre, c'est très perturbant. Becca avait entendu dire qu'il y avait quelque chose dans cette chambre, que personne ne savait ce que c'était, mais que chaque année, quelqu'un avait une nouvelle théorie. Pendant la période d'Halloween, généralement, un article était publié là-dessus dans le journal du campus. Mais quoi qu'il y ait dans cette chambre, c'était pas amical. Est-ce que quelqu'un s'est déjà suicidé dans les chambres voisines? Celle-ci, par exemple? Elle nous a assuré que cela ne concernait que la chambre 733, mais elle a avoué qu'elle était surprise de l'ouverture du hall nord cette année. On nous a dit qu'on était la plus grosse promotion de première année en 20 ans. Becca nous a suggéré de demander à changer de chambre.
Elle s'est assise à côté de moi et j'ai posé ma tête sur son épaule. Mais c'était hors de question pour Mike. On est amis depuis 15 ans et il voulait pas qu'on soit séparés. Donc on devrait juste rester dans cette chambre avec Satan pour voisin? J'ai jeté un regard méfiant au placard. Mike a haussé les épaules en disant qu'au moins, ça nous fera des histoires à raconter quand on sera diplômé. Ce n'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de raconter. Quelques jours plus tard, Mike a commencé à croire à mon histoire du placard. Je me suis réveillé au milieu de la nuit au son de quelqu'un qui chuchotait. J'ai regardé Mike qui me fixait déjà avec des yeux grands ouverts. Il a lentement porté un doigt à ses lèvres, me faisant signe de garder le silence. J'ai écouté attentivement, essayant d'entendre ce que la voix disait et d'où elle venait. Mais je n'ai pas réussi à comprendre ne serait-ce qu'un seul mot. Je suis sorti du lit et j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à celui de Mike. Les chuchotements étaient définitivement plus forts de ce côté. Normal, il partageait un mur avec la chambre 733. J'ai écouté encore plus attentivement. C'était quoi ces conneries? Mike s'est penché et a collé son oreille contre le mur. Les chuchotements se sont soudainement arrêtés, et je me suis penché aussi. Brusquement, il y a eu un autre bruit de l'autre côté. Mike a immédiatement reculé, se tenant l'oreille de douleur. Quelqu'un était là-dedans. Plus en colère qu'effrayé, j'ai encore une fois ouvert notre porte avec fracas, me dirigeant vers la chambre soi-disant vide. J'ai tambouriné à la porte, ne me souciant plus des personnes que je pourrais réveiller. Cette fois encore, j'ai hurlé à la porte, disant que cette blague de merde n'était plus drôle. Silence. Puis, la poignée a commencé à tourner. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. J'ai reculé tellement fort que j'ai heurté le mur de l'autre côté du couloir. La poignée continue à tourner, puis quelque chose a commencé à pousser la porte, de l'autre côté. La porte a bruyamment gémi, mais les verrous ont tenu bon. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que la pression sur la porte ait disparu et que la poignée ait lentement retrouvé sa position normale. J'ai remarqué Mike qui observait la scène depuis notre chambre. Il a levé les bras comme pour dire « Bah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelqu'un pense qu'il est très drôle. Il a secoué la tête puis a disparu dans la chambre. Je me suis agenouillé sur le sol et j'ai posé ma tête sur le tapis, essayant de regarder à travers l'interstice de la porte. C'est la première fois que je voyais l'intérieur de la pièce. La chambre 733 était définitivement un local d'entretien. Il y avait des chaises empilées le long d'un mur et quelques matelas pourrissants étaient empilés, et une épaisse couche de poussière recouvrait tout dans la pièce. Les fenêtres étaient vraiment énormes, chose qu'on ne pouvait pas deviner en regardant d'en bas, à l'extérieur. Elles étaient ouvertes, comme d'habitude, et je pouvais imaginer à quel point ça devait être facile d'y grimper pour sauter. La pièce donnait l'impression de ne pas avoir été touchée depuis une vingtaine d'années. La lune, qui avait fourni assez de lumière pour voir l'intérieur de la chambre, a soudainement disparu, et j'ai plus réussi à voir autre chose que des ténèbres impénétrables. J'ai cligné des yeux pour qu'ils s'habituent à l'obscurité. Sans succès. Je les ai fermés pendant quelques secondes et quand je les ai réouverts, un grand œil jaune me regardait, à quelques centimètres de mon visage, de l'autre côté de la porte. J'ai hurlé, réveillant la moitié du dortoir. On ne pouvait pas nier que les choses allaient en empirant. Le matin suivant, Mike et moi avons déposé une demande de changement de dortoir avec le service des résidents et avons prié pour qu'elle soit prise en compte. En attendant, on s'est mis d'accord pour ne jamais rester seul dans notre chambre le soir. Soit on y passait tous les deux la nuit, soit aucun de nous n'y dormait. On a commencé à passer la plupart des nuits avec nos petites amies respectives. J'ai raconté à Becca tout ce qui s'était passé et elle m'a suggéré de parler au club du paranormal du campus. J'ai donc pris rendez-vous avec hésitation. Le mardi suivant, Mike et moi avons rencontré une fille bien habillée nommée Bess et 4 de ses collègues. On leur a raconté tout ce dont on pouvait se rappeler, chaque petit incident aussi insignifiant soit-il. Bess et les autres nous ont patiemment écoutés et ont pris des notes pendant une demi-heure. C'est qu'après avoir fini de raconter l'histoire que Bess a finalement pris la parole pour nous demander si on pouvait patienter quelques instants dans le couloir afin qu'elle puisse s'entretenir avec ses collègues. La porte venait à peine de se refermer derrière nous que Mike a grogné en levant les yeux. « Mike, s'il te plaît, on a besoin d'aide. Je suis en train de perdre les pédales. On n'a pas passé une seule nuit dans notre chambre depuis jeudi dernier, et c'est pas juste quelque chose que nous pouvons ignorer. » Il m'a juste dit ok en levant les bras au ciel. Il voulait écouter ce qu'ils avaient à dire pour ensuite aller au service des résidents et voir où en était notre demande de déménagement. On a attendu dans le couloir pendant environ 15 minutes avant que Bess ne sorte à nouveau, nous invitant à nous asseoir. Avec toute la cérémonie et la solennité d'une réunion du Parlement, Bess s'est éclairci la gorge et a établi son diagnostic. Selon elle, on avait affaire à un fantôme très en colère,
Un esprit vengeur. Un esprit? Je doutais fortement que ce soit ça. Mike a grogné en se frottant les tempes. Confondant sa frustration avec du désespoir, Bess s'est empressée de poursuivre son discours en nous disant qu'elle et les autres membres du club allaient s'occuper de nous, si on le souhaitait, et que les esprits pouvaient être une épine dans le pied si on les exorcise pas de manière appropriée. Elle nous a félicité d'être venus leur en parler, car les suicides généraient presque automatiquement des fantômes en colère qui ont besoin de se venger sur les autres élèves. Peut-être que cet esprit en particulier était persécuté jusqu'à mettre fin à ses jours, et maintenant il veut tourmenter les autres. Bess a ensuite proposé de s'en occuper avec ses collègues, contre une petite donation au club. Il n'avait pas réalisé qu'il y avait autant d'activité dans cette chambre et trouvait ça excitant. Mike m'a tiré de la chaise en leur promettant qu'on les appellerait. Il s'est dépêché de me traîner hors de la pièce. On n'a de nouveau parlé qu'une fois arrivé au bâtiment d'administration, dans la file d'attente de l'accueil. Il trouvait que c'était une perte de temps, qu'il jouait à SOS Fantôme pendant qu'on vivait le putain d'exorciste. Très bien, alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'on continue à dormir dans la chambre de Lydia et Becky jusqu'à ce qu'on soit réassigné? Il voulait juste que ça s'arrête. On voulait tous les deux que ça s'arrête. Même si vivre à côté de cette putain de chambre n'était pas si effrayant, c'était trop distrayant pour qu'on puisse vivre en paix. Je pense qu'on est en sécurité quand il fait jour, donc tant qu'on ne passe pas la nuit là-bas, tout devrait bien se passer. On n'est pas vraiment dans la chambre hantée après tout, on est juste voisins, et notre nouvelle chambre devrait être attribuée bientôt. J'ai regardé ma montre. Merde, il est déjà 14h! Mike devait y aller. Lydia était acceptée à Sigma Chi, et c'était l'heure de son initiation. Le garçon de l'accueil de l'administration nous a fait signe d'avancer. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était déjà notre tour. Mike a couru vers la porte en me demandant de le tenir au courant. Le garçon à l'accueil m'a regardé avec méfiance pendant que j'approchais. Il m'a demandé si j'étais le garçon qui essaye de sortir de la chambre 734 de l'El Riley. Il m'a pris au dépourvu. Devant mon étonnement, il expliquait qu'il nous avait entendu parler et qu'il avait vu notre dossier quelques jours auparavant sur son bureau. Il voulait connaître la raison de notre demande de changement de chambre. J'étais épuisé, moralement et physiquement. Je n'ai pas eu l'énergie de réfléchir à un mensonge. Parce que des choses bizarres se passent dans la chambre vide d'à côté de nous, et ça nous fait très peur. Des bruits, des chuchotements, des coups contre le mur. Et l'autre nuit, j'ai vu quelqu'un regardant sous la porte. Le garçon m'a regardé en plissant des yeux pendant un petit moment, puis a hoché la tête sans raison particulière. Il m'a assuré que notre demande était hautement prioritaire, mais pour le moment, on était coincé car il n'y avait aucune autre chambre disponible. J'ai soupiré. Je m'en doutais. Il m'a alors dit qu'il s'appelait Alan et qu'il avait fait beaucoup de recherches sur les suicides d'Aurélie. Il pensait pouvoir nous aider, ou du moins nous éclaircir un petit peu sur ce qui se passait. Je lui ai parlé de notre rencontre avec les membres du club du paranormal. Il a levé les yeux au ciel, puis m'a donné rendez-vous à 16h dans le hall Taylor, chambre 310. J'y suis arrivé plus tôt, mais Alan était déjà là. J'ai raconté notre histoire pour la deuxième fois de la journée, et il n'avait pas peur de m'interrompre avec des questions, bien que ses demandes ne trahissaient pas ses pensées. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément en s'adossant à sa chaise. Il n'arrivait pas à y croire. Il avait toujours entendu des rumeurs mais doutait qu'elles soient vraies. Voyant que mon récit était sérieux, il m'a demandé comment c'était, maintenant, quand on était dans la chambre. On n'y va plus à la tombée de la nuit, mais quand on est là-bas en journée, on entend des grattements sur le mur, des chuchotements, et parfois la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, en plein milieu de la foutue journée. Et à chaque fois que je regarde les fenêtres de la chambre 733 depuis la rue, elles sont ouvertes. Alan a hoché la tête et a dit que ça craignait, mais qu'il ne pensait pas que nous soyons en danger. Il suffisait que nous restions aussi loin que possible de la chambre 733. Tu plaisantes, j'irai jamais là-dedans. Mais il m'a mis en garde, car même si je ne voyais aucune situation où je serais obligé de rentrer dans cette chambre, cette chose était sûrement très ancienne et très mauvaise, mais surtout maligne, manipulatrice et menteuse. Je l'ai regardé avec scepticisme avant de laisser mon regard errer dans sa chambre. Je n'avais pas fait attention à la décoration en rentrant, mais dire qu'Alan avait une passion pour l'occulte c'était un euphémisme. Alan craignait que la chose nous attire dans sa chambre. Ça avait quand même déjà tué 5 personnes. 5? Mais je pensais qu'il y en avait que 3. Il avait fait beaucoup de recherches et m'a appris tout ce qu'il savait à propos des suicidés de la chambre 733. Il y a eu Helen Burnham en 1961. Elle a sauté par la fenêtre. C'était la toute première victime. Puis Tad Collinsworth en 1968. Il a sauté lui aussi. Marissa Grigg en 1975. Elle s'est pendue. Ensuite, Erin Murphy en 1979. Elle a sauté. Et pour finir, Eric Dousten en 1992. Qui s'est aussi pendu. 5 suicides. Comment l'université peut-elle encore laisser des gens vivre là-bas?
Alan m'a fait remarquer que c'était un local d'entretien à présent. Mais à l'époque, une fois que toutes les personnes qui pourraient se rappeler de l'incident étaient diplômées, la chambre était réassignée. C'était avant Internet, et les nouveaux étudiants n'avaient pas la moindre idée de ce qui s'était passé. Mais après la dernière victime, Eric Dousten, ils ont fermé l'aile nord du 7e étage tout entière et ont construit plus de chambres dans le hall sud. Je lui ai alors demandé ce que pouvait vouloir cette chose. Il a haussé les épaules. Le chaos, la mort, des âmes, qui sait? Personne ne savait exactement ce que c'était. Il savait juste que c'était lié d'une manière ou d'une autre à cette chambre, même si ça semblait avoir une influence minime en dehors. Il avait aussi trouvé des informations consignées dans le dossier des preuves auxquelles il avait réussi à avoir accès. Toutes les victimes étaient seules au moment de leur suicide et ont été retrouvées avec des images ou des écrits qui ont été jugés indicibles à l'époque. Ils contenaient des choses horribles, diaboliques, qui rendraient malades si on les voyait ou les lisait. Ces dessins, ces écrits, avaient été faits par les victimes. La chose dans cette chambre les avait rendus fous. Cette chose était maligne et manipulatrice. Alan a voulu savoir si on avait pensé à demander à un prêtre s'il voulait bénir la chambre. Tu parles vraiment d'un exorcisme? Il a haussé les épaules. D'après la rumeur dans les années 70, tout ça aurait commencé à cause d'un jeu Ouija qui avait mal tourné en 1961. Attends, vraiment, cette merde fabriquée par Hasbro? Il m'a dit que non, dans les années 60 ce n'était pas le cas. Peu importe, c'était juste une rumeur. Selon lui, la seule personne dans le campus qui pourrait connaître la vérité, c'était Tom Moen, dans l'administration. Il avait déjà essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il refusait de le voir. Tom Moen était à l'université en 1961, il logeait à Riley. On devait absolument lui parler. Je devais savoir ce qui se passait. Sinon, je ne pourrais jamais vivre comme une personne normale. Alan m'a proposé de nous retrouver le lendemain et d'essayer de suivre Tom Moen pour lui parler. Monsieur Moen n'a pas voulu nous voir ce jour-là, ni le suivant. On a essayé de le coincer à l'heure du déjeuner, puis à l'heure où il quittait son bureau, mais il nous a esquivés à chaque fois. C'est bientôt devenu clair que le vieil homme nous évitait activement. On se voyait plus beaucoup, Mike et moi, puisqu'on continuait de dormir dans d'autres chambres. Je retournais dans notre chambre 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Généralement, la chambre 733 restait silencieuse, mais ça ne faisait pas me sentir mieux du tout. Je pouvais toujours sentir quelque chose de l'autre côté du mur, quelque chose qui m'observait. On aurait dit le calme avant la tempête. Le jeudi avant Halloween, je suis retourné à la chambre pour prendre une douche, en fin d'après-midi, beaucoup plus tard que d'habitude. J'avais vu Mike un peu plus tôt dans la journée, et il m'a dit avoir stocké assez de vêtements chez Lydia pour tenir jusqu'à l'obtention de son diplôme. Je savais donc que je serais seul. J'ai pris ma douche dans la sécurité de la salle de bain commune au bout du couloir. Puis je suis retourné dans ma chambre pour me changer. Je devais rejoindre Becca dans une demi-heure pour aller à une soirée, et je voulais partir d'ici le plus vite possible. Le silence me mettait mal à l'aise, j'ai donc branché mon iPod sur les enceintes et j'ai lancé la musique. Je me suis rapidement habillé, puis je me suis mis devant le miroir pour me sécher les cheveux. Dès que j'ai éteint le sèche-cheveux, j'ai immédiatement remarqué le silence dans la pièce. Mais ce n'était pas tout. Je n'étais plus dans ma chambre. Derrière moi se reflétaient les sommiers de lit rouillés et la fenêtre grande ouverte de la chambre 733. Je me suis retourné, paniqué pour découvrir que j'étais en fait toujours dans ma chambre. J'ai regardé le miroir à nouveau. La chambre 733 s'y reflétait toujours. J'ai entendu un léger mouvement derrière moi, et c'était tout ce qu'il fallait pour me faire partir en courant. J'ai attrapé mon sac, mon téléphone et je me suis enfui de la chambre en claquant la porte derrière moi. Une fois dans l'ascenseur, j'ai appelé Alan. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus retourner dans cette chambre. Je ne peux plus jamais y retourner. Je lui ai tout raconté. Je devais vraiment parler à quelqu'un qui sait ce qui se passe. Tom Wayne était vraiment le seul à être là en 1961 ? C'était en tout cas le seul qu'Alan connaissait. Il m'a proposé de le coincer dès son arrivée au campus le lendemain matin. D'après son planning, il arrivait à 6h30. On allait le bloquer dans un coin et refuser de bouger tant qu'il ne nous aurait pas dit quelque chose. J'étais partant même si je risquais de devoir sécher mon cours à 7h30. Je n'étais pas un grand adepte de soirée, mais j'étais content de pouvoir aller à celle-là ce soir-là. Dès que nous sommes arrivés, j'ai demandé à Becca d'aller me chercher un truc à boire. Vu que j'étais pas généralement un grand buveur, elle m'a regardé d'un air perplexe. Je lui ai donc brièvement raconté ce qui s'était passé, en priant qu'elle ne me prenne pas pour un fou. Elle m'a ramené un whisky Coca, le premier d'une longue série. Aux alentours de minuit, je suis sorti fumer et j'en ai profité pour vérifier mon téléphone. J'avais un message vocal de Mike à 23h04. Hey Yann, écoute, je viens juste de
Je viens d'avoir une énorme dispute avec Lydia. Elle, eh bien, je suppose que sa fraternité a décidé que pour Halloween de cette année, toutes les nouvelles venues devraient passer la nuit dans la chambre des suicides, dans notre dortoir, et je ne peux pas le supporter. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans cette chambre, et malgré tout, elle décide de le faire. Et elle essaye maintenant de me convaincre que Sigma Chi est derrière tout ce qui se passe dans la chambre 733, parce qu'ils essayent de faire le buzz pour leur soirée de merde. Je ne peux même pas. C'était la fin du message. J'ai jeté mon téléphone dans mon sac. Pas étonnant que Mike soit énervé. C'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout. J'ai trouvé Becca à l'intérieur et je lui ai demandé de me ramener à la maison. J'étais soudainement très stressé, très fatigué et très saoul. Quand l'alarme a sonné à 6h du matin, il m'a fallu toute la volonté du monde pour sortir du lit. Je me suis habillé avec les vêtements de la veille et j'ai traversé le campus pour rejoindre Alan à l'Atrium. Il était déjà là, une tasse de café bien noire à la main. Il m'a dit en riant qu'il se doutait que j'en aurais besoin. Comment t'as deviné ? Il m'a rappelé que je lui envoyais un message vers 1h du matin pour lui parler de Sigma Chi. J'ai poussé mes lunettes de soleil plus haut sur mon nez et j'ai baissé ma capuche sur mes yeux. Alan trouvait que ces filles de Sigma Chi étaient complètement stupides. Il m'a dit que cette chose est très rusée et que le but de tout ceci était certainement d'attirer l'attention des gens pour les inciter à y rentrer par curiosité. Personne n'était allé dans cette chambre depuis des années. Je n'ose imaginer à quel point cette chose doit être affamée. Pendant qu'on se dirigeait vers le bâtiment d'administration, j'ai demandé à Alan s'il pensait qu'elles étaient en danger. Selon lui, oui. Mais comme les victimes étaient seules au moment de mourir, le fait qu'elles soient toutes à l'intérieur les protégerait. En théorie. On en saurait beaucoup plus si on savait ce que c'était. Et on ne pouvait pas savoir ce que c'était tant qu'on ne savait pas comment c'était arrivé là. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de Moen, qui aurait dû arriver depuis 20 minutes déjà. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'on s'est résigné au fait que Moen avait encore réussi à nous échapper. Nous sommes allés à son bureau en espérant pouvoir supplier sa secrétaire de nous accorder un rendez-vous avec lui. La femme à l'accueil nous a regardé froidement, avant de nous dire que Moen ne venait pas aujourd'hui. Ni aucun autre jour d'ailleurs. Il avait démissionné. Et elle a refusé de nous dire quoi que ce soit de plus. J'ai demandé à Alan ce qu'on pouvait bien faire maintenant. Il m'a dit que sans Tom Moen, on ne pouvait plus faire grand-chose. Mais il avait une bonne nouvelle. Notre demande de transfert avait enfin abouti. Il avait reçu la notice quand il a consulté ses mails pro, plus tôt dans la matinée. J'irai à Morton, et Mike à Tinsley. Quel soulagement! Alan savait que je serais content. Et il a ajouté qu'il avait réussi à convaincre son boss de n'assigner personne à la chambre 734. La seule chose, c'est qu'on ne pouvait pas déménager avant lundi. Je peux supporter le week-end, surtout qu'on commence à en voir le bout. Je dois prévenir Mike. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler, quand mon attention a été attirée par une petite notification sur la boîte vocale. J'ai appuyé. C'était le reste du message d'hier. Même pas regarder sa stupide tronche une seconde de plus. Je préfère revenir à notre chambre. T'inquiète pas, tout ira bien. Je suis suffisamment sous pour dormir d'une traite sans me soucier de la merde d'à côté. Je suis tellement énervé, putain. Je préférerais honnêtement traîner avec Craig l'attardé qu'avec cette idiote de Lydia. On se voit demain, mon pote. Putain de merde. Alan m'a regardé avec un air interrogateur. Mike a passé la nuit dans notre chambre. Alan a scié, il m'a dit qu'il était en sécurité tant qu'il n'allait pas dans la chambre 733. Je lui ai assuré qu'il n'irait pas. J'ai pensé à ces fenêtres toujours grandes ouvertes. Rien qu'à la pensée de tous vides, Mike se tiendra aussi éloigné de la chambre que possible. Puisque nous n'avons rien d'autre à faire, Alan a proposé que nous allions voir les bouquins de théologie à la biblio. C'était pratiquement le seul endroit ouvert à cette heure-ci. Pourquoi pas ? J'ai répondu en haussant les épaules. Je n'avais pas d'autre cours avant 10h. Le vieil homme assis derrière le comptoir de la bibliothèque devait avoir au moins 1000 ans. Les yeux de M. Stapley étaient petits et humides, et sa peau semblait fondre sur son crâne. Pourtant, il était gentil et bien informé, et il nous a envoyés dans la bonne direction pour les livres de démonologie, même s'il nous a jeté un regard curieux quand on lui a posé la question. Il n'y en avait pas beaucoup. On a lu tout ce qu'on pouvait, mais c'était soit pas assez pertinent, soit c'était pas en français. Nous sommes retournés à son comptoir après 30 minutes pour lui demander s'il aurait quelque chose traitant de l'occulte. Il nous a indiqué l'étagère où on pourrait trouver des livres à ce sujet. Alors qu'on s'éloignait, Alan m'a chuchoté que M. Staplen n'avait pas l'air de nous apprécier beaucoup, ni le sujet que nous cherchions. 1 heure plus tard, nous étions à nouveau au comptoir. Notre recherche s'était révélée aussi infructueuse que la première. On pouvait dire qu'il était de plus en plus agacé, car ses yeux se plissaient dangereusement pendant qu'on approchait. Désolé, vous sauriez où est-ce qu'on pourrait trouver des livres parlant des jeux Ouija ou... Monsieur Stapley m'a interrompu, s'est levé de son bureau et nous a regardé par-dessus ses lunettes. Il nous a dit qu'il espérait que tout ceci concernait une recherche pour la classe. Alan a répondu que non. C'était pour des recherches personnelles, mais on l'a aussitôt rassuré. On n'essaye pas de s'amuser avec un jeu Ouija ou quoi que ce soit dans le genre.
Monsieur Staples s'est rassis et nous a dit qu'il ne voulait pas que ce genre de bêtises se reproduisent. Se reproduisent? Le vieil homme a soudainement paru très mal à l'aise et a commencé à faire fouiller dans une pile de livres sur son bureau. Alan lui a alors dit qu'on essayait de faire des recherches sur ce qui s'était passé à Riley en 1961, et aussi ce qui se passe depuis. Monsieur Staples nous a répondu qu'un étudiant s'était suicidé dans cette chambre, que c'était terrible mais que ce n'était pas nouveau dans un campus universitaire. 5 étudiants! Mais vous êtes déjà au courant, pas vrai? Alan a enchaîné, le priant de nous dire comment tout ça avait commencé pour qu'on puisse peut-être y mettre fin. Monsieur Staples, dont la voix est devenue plus calme et concentrée, nous a dit que ça avait commencé exactement comme on le pensait, mais que toutes les personnes impliquées étaient déjà soit très vieilles, soit très mortes à l'heure actuelle. Il a ajouté qu'on ne pouvait pas y mettre fin, que des gens sont toujours morts dans cette chambre et qu'ils continueront à mourir. Il nous a ensuite conseillé de nous en éloigner le plus possible et de nous concentrer sur nos études. Je me suis penché sur son bureau. Eh bien, j'aurais adoré m'en éloigner, mais ils nous ont assigné, mon ami et moi, à la chambre juste à côté. Peut-être que vous pouvez oublier ces suicides, mais nous on ne peut pas. Cette chose ne nous laisse pas faire. Avec une voix encore plus basse, Monsieur Staples m'a dit qu'il ne pourrait jamais oublier. Son amie Hélène était la première à s'être tuée dans cette chambre. C'était sa meilleure amie, et pas une nuit ne passait sans qu'il l'imagine se glissant par cette minuscule fenêtre, se tenant debout, pieds nus sur le rebord, puis sauter du 7e étage de ce bâtiment. On était désolé pour lui. Il a dit que personne ne devrait vivre au 7e étage. Il nous a suggéré de faire une demande de changement de chambre immédiatement. Puis il a clos la conversation. Alan a soupiré, puis s'est résigné à hocher la tête. On n'apprendra rien de plus ici, mais malgré tout, c'était une sacrée avancée. Au moins, on avait quelques informations maintenant. Il a commencé à s'éloigner et je m'apprêtais à le suivre, mais mes pieds ont refusé de bouger. Quelque chose me perturbait. Un petit mot, pourtant poignant, enterré dans le récit de Monsieur Staples. Un mot qui m'a paru soudain extrêmement important. Monsieur Staples, pourquoi avez-vous décrit les fenêtres de la chambre 733 comme étant minuscules? Parce que j'ai vu ces fenêtres, et elles sont immenses. Jeune homme, tu parles de la chambre dans le coin? C'est avec un autre terme. La chambre 1633 est celle juste à côté. Non, c'est la chambre 734. Oui, eh bien, ça l'est maintenant. Quand ils ont construit les chambres supplémentaires, ils ont avancé tous les numéros d'un. La chambre 734 est en fait la 733. Oh mon Dieu. Le sol a soudainement tangué sous mes pieds. Ce fils de pute, pourquoi il ne l'a pas dit avant? Mike! On a traversé le campus dans une course folle. Quand Riley est finalement apparu, j'ai trébuché sur le trottoir alors que mon sang se glaçait. On pouvait clairement voir que les fenêtres du local d'entretien étaient fermées. C'était la première fois que je les voyais fermées depuis la rentrée, et la petite fenêtre de notre chambre était ouverte. On a couru dans le hall, bousculant plusieurs étudiants qui venaient juste de sortir de l'ascenseur. On s'est engouffré dedans et j'ai frénétiquement appuyé sur le bouton du 7e étage. J'ai regardé les portes se fermer plus lentement que jamais. Je me suis adossé au mur, essayant de reprendre mon souffle. Alan, comment cette merde a pu arriver? Il a passé toute la nuit là-bas, toute la nuit, dans notre chambre, seul. Alan a secoué la tête, mais n'avait rien d'autre à ajouter. Quand les portes de l'ascenseur se sont enfin ouvertes sur le 7e étage, on a vu un couloir calme, désert. J'ai couru à toutes jambes vers ma chambre, Alan sur mes talons. Je priais pour que la porte ne soit pas verrouillée. Je l'ai ouverte avec fracas, elle ne l'était pas. Mike m'a regardé, et pendant un moment, le souffle coupé, une cruelle lueur d'espoir a traversé son visage strié de larmes. Mais c'était trop tard. La seconde suivante, il s'est penché si légèrement, et il était parti. Il a hurlé pendant toute la durée de sa chute. Alan a couru à la fenêtre, vers le rebord où Mike était il y a juste quelques secondes, pendant que je restais debout, paralysé. Il a sorti sa tête pour regarder en bas, pendant que des hurlements d'un autre genre montaient du rez-de-chaussée. Alan s'est éloigné de la fenêtre, blanc et tremblant alors que des larmes de choc coulaient sur son visage. Les hurlements à l'extérieur étaient de plus en plus forts, de plus en plus de gens avaient vu ce qui restait de mon meilleur ami sur les pavés froids. Je me suis appuyé sur la commode avant de m'effondrer sur le sol. Une mort par chute. Mike n'a jamais voulu d'une mort par chute. J'ai distraitement ramassé une des feuilles éparpillées sur le sol. C'était un dessin de la mère de Mike. Elle était morte. J'ai ramassé une autre feuille. C'était la petite sœur de Mike, morte elle aussi. Il y avait une douzaine de dessins comme ça un peu partout sur le sol. Mike avait été très occupé la nuit dernière. En ce qui concerne les choses dessinées dessus,
Je ne peux pas vous les décrire. Mike était un artiste talentueux, et je n'ai réussi à en voir que quelques-uns avant de vomir sur le sol à côté de moi. Alan se tenait sur le pas de la porte, criant quelque chose dans le couloir. Je ne sais pas ce qu'il disait, parce que tout ce que je pouvais entendre était un gémissement aigu dans la chambre. Soudainement, un bout de papier s'est glissé hors du placard par l'interstice de la porte légèrement ouverte, se dirigeant vers moi. Je l'ai ramassé, et je l'ai étudié pendant un petit moment. C'était aussi un dessin de Mike, mais pas comme les autres. Il représentait la porte du placard de mon exact point de vue actuel. Sur le dessin, la porte était légèrement entr'ouverte et quelque chose observait depuis les ténèbres à l'intérieur. J'ai posé le papier et regardé le placard. La porte était entr'ouverte, comme sur le dessin. J'ai plissé les yeux et j'ai essayé de regarder l'intérieur. Juste au moment où je commençais à distinguer les contours d'un long visage me fixant, Alan m'a tiré en arrière pour me remettre debout. J'ai cru l'entendre dire qu'on devait partir d'ici. Je suis jamais retourné dans cette chambre. Mes parents sont allés récupérer mes affaires et j'ai passé le reste du semestre dans un appartement, en dehors du campus. J'ai été par la suite transféré dans une autre université et j'ai fini mes études là-bas. Chaque nuit depuis ce jour-là, je rêve de Mike se faufilant par la minuscule fenêtre, grimpant sur le rebord froid, se tenant debout dessus en sachant qu'il n'y a rien entre son corps et l'abysse terrifiant en face de lui. Je le vois regarder les 7 étages qui le séparent des pavés noirs qu'il surplombait et réalisait, sans accepter son terrible destin. Je vois l'horreur aveugle se peindre sur ses traits familiers. J'entends son cœur battant à tout rompre, essayant désespérément de vivre à travers chaque battement de la vie qu'il aurait dû avoir, et sachant qu'il ne lui reste plus que quelques secondes. Je le vois me regarder, et je le vois tomber. Neuf ans sont passés depuis cette nuit-là, et à chaque rentrée, pendant 9 ans, j'ai appelé le service des résidents pour savoir quels étaient les dortoirs ouverts pour les nouveaux arrivants. Riley était toujours ouvert, mais le 7e étage est fermé. Cette année, la vie et le travail m'ont empêché d'appeler à la même période que d'habitude, et j'ai passé le coup de fil beaucoup plus tard. On m'a immédiatement mis en attente, Service des résidents. a finalement répondu un homme. Êtes-vous la personne qui demandait quels étaient les dortoirs ouverts à Eileen? Oui, c'est bien moi. Nous sommes au complet, Eileen, l'étudiant pour Eileen. Mais il se trouve que vous appelez à un très bon moment. Je ne vous fais pas de promesses, mais je pense pouvoir vous trouver une place. On vient juste d'avoir l'approbation ce matin. L'approbation pour quoi? Nous allons rouvrir le 7e étage.